Je suis Homer Simpson. Voici comment la famille la plus aimée de la télévision est devenue un phénomène mondial. Les origines de Matt Groening et la jeunesse de Life in Hell. Cela fait plus de 35 ans que les Simpsons font partie de notre culture. Mais avant d'entrer dans l'histoire de Springfield, il faut revenir en arrière, dans la jeunesse de leur créateur, Matt Groening. Matt Groening naît en 1954 à Portland, dans l'Oregon. Sa famille vit dans une maison située sur Evergreen Terrace, une adresse qui des décennies plus tard deviendra celle des Simpsons. Son père, Homer Groening, est réalisateur de films publicitaires. Sa mère, Margaret, élève leurs 5 enfants dans une ambiance à la fois stricte et fantaisiste. Dès son plus jeune âge, Matt est plongé dans un univers où la créativité se mélange au quotidien familial. Au début des années 70, il étudie au Evergreen State College, une université expérimentale très marquée par la contre-culture. Là, il se passionne pour la bande dessinée, collabore au journal de l'école et fréquente d'autres artistes en devenir comme Charles Burns et Lynda Barry. C'est dans cet environnement qu'il forge son style. Un humour caustique, parfois sombre, toujours décalé. Diplôme en poche, Matt Groening s'installe à Los Angeles avec son amie Linda Weinman. Il enchaîne les petits boulots alimentaires, chauffeur, assistant dans des librairies, tout en continuant à dessiner. En 1977, il crée Life in Hell, une bande dessinée auto-publiée qu'il distribue à ses amis et collègues. Le ton est unique, cynique, ironique, mais terriblement lucide sur la vie moderne. Très vite, Life in Hell est repéré par le journal alternatif L.A. Weekly, qui commence à le publier régulièrement. Le strip devient culte dans la scène underground californienne. Matt attire l'attention d'une journaliste, Deborah Kaplan, qui l'aide à développer sa notoriété. Les ventes de posters et de produits dérivés explosent au point qu'il fonde sa propre société, Acme Feature. À la fin des années 80, Matt Groening est déjà une figure respectée du comics indépendant. Mais malgré son succès, il reste loin des projecteurs de la télévision. Pourtant, sans le savoir, il est sur le point de faire un pas décisif qui changera l'histoire de la culture populaire. La rencontre avec James L. Brooks et la naissance des Simpsons. En 1985, Matt Groening reçoit un appel qui va bouleverser sa vie. Au bout du fil, James L. Brooks, producteur hollywoodien déjà reconnu pour des séries comme Taxi et The Mary Tyler Moore Show. Brooks cherche à créer des interludes animés pour un nouveau show télévisé, The Tracy Ullman Show, et il veut que Groening s'en occupe. À l'origine, Brooks voulait que Matt adapte son strip Life in Hell pour la télévision. Mais Groening comprend vite le danger. Céder les droits de sa bande dessinée signifierait perdre le contrôle de son œuvre la plus personnelle. Alors, quelques minutes avant son rendez-vous avec Brooks, il griffonne à la va-vite une nouvelle famille de personnages. C'est ainsi que naissent Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Les prénoms sont directement inspirés de sa propre famille. Homer pour son père, Marge pour sa mère, et Lisa et Maggie pour ses sœurs. Seul Bart échappe à la règle, son nom est l'anagramme de Brat qui signifie « gamin insupportable ». En avril 1987, les premiers courts-métrages des Simpsons apparaissent dans The Tracy Ullman Show. L'animation est rudimentaire, presque brute, mais l'humour est déjà là, grinçant, familial et universel. Bart devient rapidement la star, avec ses répliques insolentes et son attitude de petit rebelle. Le public accroche, les critiques aussi. En seulement 2 ans, ces petites séquences animées sont devenues si populaires que la Fox décide de leur offrir leur propre créneau. En 1989, un pari risqué est lancé, faire des Simpsons une série hebdomadaire en prime time, chose impensable à l'époque pour un dessin animé destiné aux adultes. Personne ne le sait encore, mais ce choix va révolutionner la télévision. Les débuts télévisés et l'explosion du phénomène. Le 17 décembre 1989, la Fox diffuse un épisode spécial de Noël, Simpsons Roasting au nom Open Fire, traduit en français par Noël Mortel. C'est le tout premier épisode officiel des Simpsons. L'histoire est simple. La famille n'a pas assez d'argent pour fêter Noël et Homer tente désespérément de sauver la soirée. Mais ce qui marque les téléspectateurs, ce n'est pas seulement l'intrigue, c'est le ton. Jamais une série animée n'avait osé montrer une famille aussi imparfaite, aussi humaine. Homer est maladroit, Marge se bat pour maintenir un semblant d'ordre, Bart incarne le chaos, Lisa la raison et Maggie le silence comique.
Les spectateurs reconnaissent leur propre vie à travers ce miroir déformé, drôle et parfois amer. Dès la première saison, le succès est immédiat. Les répliques de Bart deviennent cultes. « Eat my shorts! Don't have a cow, man! » Aux États-Unis, il devient une véritable icône pop, au point que des t-shirts Bart Simpson se vendent par millions. La série choque certains parents qui la jugent irrespectueuse et trop subversive pour les enfants, mais cette polémique ne fait qu'amplifier sa popularité. Les critiques saluent l'audace. Pour la première fois, un dessin animé s'adresse directement aux adultes en mélangeant humour satirique et émotion sincère. Les Simpsons deviennent rapidement un rendez-vous incontournable du dimanche soir. En quelques mois, la série passe du statut d'expérience risquée à celui de phénomène culturel. La Fox, encore jeune chaîne en quête d'identité, trouve avec les Simpsons son programme phare, celui qui lui permet de rivaliser avec les géants de la télévision américaine. Le pari est gagné. Les Simpsons ne sont plus de simples interludes animés, mais une révolution télévisuelle en marche. Les années 90, l'âge d'or et la conquête du monde. Au début des années 90, les Simpsons atteignent des sommets que personne n'aurait imaginés. Chaque nouvel épisode est un événement, suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. La série devient rapidement un pilier de la culture populaire. Les saisons 3 à 8, considérées comme l'âge d'or, enchaînent les épisodes devenus cultes. Marge versus The Monorail, Cape Fear, Homer at the Bat. Chaque semaine, les scénaristes livrent des histoires à la fois hilarantes et profondément intelligentes, mêlant satire sociale, références culturelles et humour absurde. Ce succès repose sur une équipe de scénaristes d'exception. Parmi eux, Conan O'Brien, futur animateur star, qui a écrit certains des épisodes les plus mémorables. Ensemble, ils élèvent la série à un niveau jamais atteint pour un dessin animé. Mais le phénomène ne se limite pas à la télévision. Les Simpsons envahissent la musique, les jeux vidéo, les publicités et même la politique. Bart devient une icône rebelle, parfois perçue comme une mauvaise influence par les parents et les autorités scolaires. En 1992, George Bush père, alors président des États-Unis, va jusqu'à déclarer « Nous devons essayer de rendre les familles américaines plus comme les Waltons et moins comme les Simpsons. » La réponse de la série ne se fait pas attendre. Bart, dans un épisode, lance directement à l'écran « We're just like the Waltons. We're praying for an end to the depression too. » À l'international, la série est traduite dans des dizaines de langues et diffusée dans plus de 100 pays. En France, c'est en 1990 que Bart, Homer et les autres débarquent sur Canal+. Très vite, les voix françaises de Philippe Pétieux et Véronique Augereau deviennent indissociables des personnages. Dans les années 90, les Simpsons ne sont plus seulement une série. Ils deviennent un phénomène mondial, un miroir satirique de la société moderne et l'un des plus grands symboles de la culture pop. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et dis-nous en commentaire ce que tu as appris ou ce qui t'a surpris. Classique Culture. Pour la culture, suis-nous. Pour toujours plus de culture.